Donc, justement, André Goulet, qui est aménagiste des territoires naturels, ingénieur forestier et médiateur accrédité. André a enseigné l'évaluation environnementale à l'Université de Laval. Il a cofondé plusieurs organismes de conservation ou autres, comme Éco-Corridor Laurentien, l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord. Depuis 2016, il est aussi directeur de projet et administrateur chez Institut des territoires, qui est un organisme de conservation qu'il a cofondé également afin de promouvoir la protection écologique et culturelle des territoires patrimoniaux. Avec nous également aujourd'hui, Anthony Côté, qui est administrateur chez Héritage Plein Air du Nord. Donc, il est aussi responsable chez l'organisme de ce dossier dont ils vont nous parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole pour nous présenter ce beau projet. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Anthony. Bonjour tout le monde. Je ne vous vois pas, là, je ne vois même pas vos noms. Donc, on va débuter cette rencontre. D'abord, en disant le titre de la présentation. Une présentation qui aurait pu avoir vraiment plusieurs titres différents, là, mais on a retenu celle-là. En fait, c'est comment viser l'harmonie au sein des conseils d'administration dans la vocation, par exemple, d'une aire protégée par rapport au type au degré de conservationnisme qu'on veut appliquer à l'aire protégée. On va vous présenter ce qui a été fait à la forêt héritage dans les Laurentides. D'abord, juste un plan rapide de la présentation, un petit mot sur Héritage Plein Air du Nord. Vous allez voir les acronymes, là, EPAN pour Héritage Plein Air du Nord, qui est l'aire protégée en question, puis l'Institut des territoires. Donc, on va vous parler aussi au point 2 du plan d'aménagement forêt-fonds de conservation, un PAF-C. Je vais utiliser l'acronyme PAF là, au cours de la présentation pour plonger dans l'exercice, en fait, dans des concepts. Donc, on va vous parler de territorialité des administrateurs, puis aussi au point 4, comment on a fait les exercices sur les représentations sociales de la forêt, qui est aussi un synonyme là, de territorialité dans ce cas-ci. Et puis aussi une dernière section sur la mise en œuvre du PAF. Là. Comment on va faire pour mettre en œuvre les recommandations d'un plan d'aménagement. D'abord, très rapidement, là, la forêt héritage a un site web, là, vous pouvez y avoir facilement accès. C'est un Héritage Plein Air du Nord gère la forêt héritage, qui est une aire protégée. Héritage Plein Air du Nord, c'est l'organisme. Puis vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais la forêt héritage dans les Laurentides est une des aires protégées les plus au sud, donc des Laurentides à Sainte-Anne-des-Lacs. Elle vient d'acquérir un nouveau terrain. Là, vous allez voir plusieurs diapos aujourd'hui. À l'époque où l'exercice a été fait, c'était avant ou pendant l'acquisition du nouveau terrain. Donc, on est tout près là, des falaises de Prévost, de la réserve Alfred Kelly. Donc, voilà. Et puis, fait particulier, la forêt héritage, c'est une forêt dans laquelle se déroulent plusieurs activités. Ce n'est pas une cloche de verre. Donc, la forêt héritage a une double, en fait, je ne veux pas dire une mission, mais certainement une double vocation, celle de la conservation, mais aussi celle de la récréation. Donc, vous voyez là, dans la forêt initiale, là, vous voyez le réseau de sentiers, là, de différents types de sentiers, pédestres, vélos de montagne, des sentiers hivernaux aussi, puis le réseau s'étend au-delà de la forêt héritage. Et puis, dans ce secteur-ci, là, vous avez la nouvelle forêt là, nouvellement acquise. Est-ce que, Anthony, tu voudrais présenter certains aspects de la forêt héritage? La forêt héritage, en fait, je dirais, est utilisée multifonction depuis une trentaine d'années presque là. Et puis, tranquillement, c'est à des sentiers hivernaux qui avaient à peu près zéro conséquence sur le milieu naturel puisqu'on circulait en hiver. Et avec le temps, ben là, on est rendu avec des sentiers 12 mois par année. Et lorsqu'on circule dans la forêt présentement, ça nous cause quelques problèmes au point de vue de dégradation des sentiers. Donc, faire des sentiers qui sont durables est un de nos problèmes présentement. Et tout ça aussi touche à ce que André va nous présenter ce matin au point de vue de gestion de cette belle forêt qui est bien, on dit belle forêt, là, elle a un petit peu de maladie dedans, donc il faut aussi voir comment est-ce qu'on va gérer tout ça pour la rendre encore plus belle. C'est une forêt qui a goûté aussi en fin de semaine avec les grands événements climatiques. Je vais l'utiliser, le terme climatique. Là, on a à date dans les Laurentides subi
une sécheresse record pour un mois de mai. On a eu des pluies diluviennes. Là, on est rendu au vent fort. Et puis, on se prépare aussi aux inondations printanières là, dans les suds des Laurentides, là, au niveau de la forêt, de la rivière des Outaouais. Donc, on peut commencer à parler de changement climatique avec le nombre d'aléas qu'on observe juste à l'échelle de la forêt héritage. Petit mot sur l'Institut. En fait, sur l'éconosystème de l'Institut, nous, on vise à, on s'est doté justement on est vraiment un rassemblement de gestionnaires de projets. Notre but, c'est de lever un fonds de dotation par le biais de services conseils en protection et valorisation des territoires. Puis notre mission est calquée là-dessus, là, développer, donc avec l'idée de développement durable, l'idée de la participation citoyenne pour conserver. Donc, c'est vraiment un effet levier du service conseil jusqu'au fonds de dotation. Donc, notre objectif, nous, c'est de créer des aires protégées multifonctionnelles. On s'accorde très bien avec la forêt héritage dans la vision territoriale. Puis, juste parce que vous êtes plusieurs organismes de conservation présents, on est aussi en changement de statut de fin de bienfaisance pour aussi faire de la protection culturelle des territoires. On travaille entre autres, avec plusieurs partenaires là, sur la protection du réseau de sentiers de ski nordique patrimoniaux dans les Laurentides, donc avec les différents outils là, de protection, que ce soit la citation, désignation, toutes les catégories là, de pérennisation culturelle. Puis aussi, on travaille à patrimonialiser aussi les aspects culturels du territoire, à faire entrer dans l'identité collective des parcelles de territoire récréatifs, mais environnementaux. Puis aussi, peut-être un nouveau fait, puis c'est nouveau dans les Laurentides, là, notre fonds de dotation, on est en développement là, pour la gestion de ce fonds-là avec Philanthropie Laurentide, qui est un organisme qui s'appelait autrefois la Fondation Laurentide. Donc, voilà. On va commencer un peu avec la présentation. En fait, un plan d'aménagement forêt-fonds de conservation, un PAF. On va parler des objectifs et du contenu d'un PAF, mais on va aussi faire un aparté. Là, on va marcher parallèlement au PAF lui-même pour aller dans des notions sociales. D'abord, les PAF, c'est quand même assez connu au Québec, mais dans le monde de la conservation, c'est pas très connu encore. En fait, ce que c'est, les avantages d'un PAF, c'est un document de connaissance de votre forêt. C'est vraiment un document qui va esquisser un portrait de la forêt, sa régénération, son état, la présence d'espèces exotiques envahissantes, qui va aussi faire un portrait phonique en matière d'habitat et aussi des milieux sensibles. Puis ça va porter un regard aussi, un diagnostic sur ces milieux-là. Ça va aussi émettre des recommandations. Justement, les recommandations doivent être faites en fonction d'un élément qui est hyper important, c'est l'objectif des propriétaires. On y revient tantôt. Un autre avantage, c'est que dans le cas justement de la forêt héritage, mais des organismes de conservation qui sont composés de plusieurs administrateurs, c'est que ça commande un exercice de vision territoriale partagée. On va plonger là-dedans aujourd'hui tantôt. C'est l'essentiel, en fait, c'est le but de la rencontre aujourd'hui. C'est un document qui est en vigueur 10 ans, c'est une fois qu'il est produit, qui est financé aussi par l'État, indirectement par des programmes d'aide. C'est un document qui offre toute la liberté d'action, c'est-à-dire que vous pouvez prendre ce document-là puis le mettre sur votre table de chevet comme propriétaire puis pas l'appliquer du tout. Donc, il n'y a rien de réglementaire, il n'y a rien d'obligatoire avec un PAF. C'est un outil aussi qui est compatible avec la conservation. Autant pour les organismes qui ont une approche conservationniste du territoire qu'aménagiste, puis même que climatiste maintenant. Climatiste, c'est un néologisme que j'ai écrit, en fait, parce qu'il y a une nouvelle économie qui émerge, l'économie climatique, donc toute l'émission des crédits carbone. Le RMN travaille là-dessus aussi, justement. Et puis, le statut de producteur forestier de PF donne accès à plusieurs sources d'aide techniques et financières pour les organismes de conservation. Je vous ai mis le lien là. Je pense que la présentation va être disponible. Vous pourrez aller cliquer, voir tout ce que vous pouvez obtenir de ce statut de producteur forestier-là, dont le plan d'aménagement, le PAF est l'étape initiale. Un PAF, là, c'est 3 grandes étapes. C'est un portrait environnemental et économique de la forêt, aussi un diagnostic avec des forces, des faiblesses, par exemple, puis qui va croiser ça avec des menaces, hein, les changements climatiques ou les changements globaux qui amènent des espèces exotiques envahissantes croisées avec la présence de hêtres ou de frênes
Donc, ça amène certains problèmes que le biologiste, le forestier, doit tenir compte dans la planification du territoire. Puis le PAF va planifier, proposer des travaux de protection de valorisation, puis émettre aussi un phasage par rapport aux objectifs du propriétaire. Le fameux objectif du propriétaire qui est si important dans un PAF, je vais vous donner l'exemple le plus commun, une érablière, vous pouvez l'utiliser pour en faire de la conservation, vous pouvez l'utiliser pour en faire de la sériculture, vous pouvez l'utiliser pour en faire du bois, vous pouvez l'utiliser pour en faire de la captation carbone. L'objectif du propriétaire, ça s'appelle, c'est ce qui est relié à l'acceptation sociale de la propriété. Émettre des recommandations qui ne tiennent pas compte des objectifs du propriétaire, ben ça ne fonctionne pas, on a un problème. Mais l'objectif du propriétaire pour un organisme qui a 9 co-administrateurs, là, on est ailleurs. Ça demande une façon de travailler quand même particulière. Puis ça nous amène aussi au fait que la forêt, plus que jamais, pour les propriétaires de boisés privés, mais pour les autres propriétaires, puis même pour les forêts de l'État, c'est un dossier de plus en plus épidermique. La partie sociale de la forêt, on ne peut pas l'ignorer et on doit aussi innover dans notre façon de croiser l'intérêt humain ou l'intérêt des personnes avec celui de la faune et de la flore qui n'ont pas un droit de parole. C'est aussi, c'est tellement épidermique que l'Ordre des ingénieurs forestiers, nous avons monté, tenu la journée de l'Ordre fin 2019 sur la participation citoyenne, un concept lourd de science. Je vais vous montrer justement pourquoi c'est si important l'aspect social de la forêt. Je vais vous montrer des livres, je vais vous faire des combats de livres, là, vous voyez là. Ici, on a communiqué avec les arbres et on a le guide sylvicole. Donc, c'est le public, les propriétaires aussi de boisés privés ont accès à ces lectures-là et ces lectures-là se soldent sur différents paradigmes de la forêt et différentes visions quant à la conservation. Ces lectures-là impactent justement tout le schème de valeur des personnes. Un autre combat de livre qui est vraiment intéressant, c'est Penser comme un arbre, une super lecture, moi je la recommande beaucoup. Puis The Body Language of Tree, qui est un des meilleurs livres d'arboriculture, qui est très scientifique, alors que celui-ci offre vraiment une vision très même humaniste de l'arbre. Le rire des arbres, les pleurs des forêts, versus à l'extrême, l'autre extrême, le guide sur la populiculture, la production intensiviste de peupliers. Ça amène des paradigmes différents dans la tête des gens, puis dans la tête de certains administrateurs. Les bains de forêt, le Shinrin-ryoku, qui est en plein développement au Québec, versus le guide de gestion des arbres lors de la protection des arbres pendant les travaux. Donc, vous voyez là qu'il y a différentes façons de voir la forêt. Tout n'est pas scientifique. Et heureusement que tout n'est pas scientifique. Ça peut être philosophique. On pourrait parler de l'évolution des espèces de Darwin. Une autre lecture qui influence beaucoup les paradigmes forestiers, c'est celle de Harrison. Justement, M. Bouchard, Serge Bouchard en parlait dans une de ses conférences là, à l'Université Laval, vraiment qui fait une évolution là, justement des paradigmes de la forêt depuis même le Moyen Âge jusqu'à Descartes, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'accent sur deux concepts immensément importants d'abord pour gérer les risques sociaux, pour prendre des bonnes décisions par rapport au milieu naturel, c'est le concept d'intercompétence, celui de l'intercompréhension. L'intercompréhension, les synonymes, on peut parler de langage, de paradigme, de modèles mentaux, de représentation sociale, de territorialité des administrateurs. L'exercice qu'on a fait avec les administrateurs d'EPAN, c'est basé sur vraiment la promotion de l'intercompétence de tous les acteurs autour de la table, mais l'intercompréhension, puis il y a eu des exercices structurés pour atteindre ça. En parlant justement d'intercompétence, il y a des notions démocratiques qu'on ne peut pas ignorer, puis sachez que la démocratie, humblement, là, ça n'a pas été inventé par l'homme, ça a été inventé par les animaux. Hein? Il y a des bisons qui s'alignent pour prendre des décisions en Europe, il y a des abeilles qui dansent, il y a des gorilles qui vont grogner. Bref, tout l'aspect, en fait, quantitatif de la démocratie a été inventé par les animaux. Donc, ça nous ramène à l'humilité parce que pour l'humain,
les aspects démocratiques, participatifs puis citoyens ont pris un petit peu plus de temps à développer depuis l'Antiquité, en passant par des grandes balises là, à l'échelle du temps, là, la Grande Charte en 1215, l'habeas corpus, qui est la protection contre l'arbitraire vers 1679, tout le siècle des Lumières qui a servi à développer aussi les aspects de démocratie, la Révolution française, etc. Donc, on est quand même on a peu de profondeur encore, peu de références quand vient le temps de parler des aspects sociaux du territoire. Puis non seulement ça, mais on a un passé, nous, dans les Laurentides, puis partout au Québec, très autoritaire par rapport au territoire, hein, même les maximes de journaux, comme le journal Le Nord à l'époque. Là, on voit Augustin Norbert Morin ici, qui est le père du Code civil du Bas-Canada. Donc, on avait vraiment une visée très utilitariste, très extractiviste du territoire. Donc, on sort d'un siècle là, qui est ailleurs. On n'est plus là aujourd'hui. L'intercompétence, en fait, vise un double objectif. Vise en fait, de faire des administrateurs d'EHPAD, dans le cas qui nous occupe, des administrateurs curieux à des administrateurs informés, puis même on vise de faire des administrateurs formés par rapport aux connaissances sur les milieux naturels, okay, ou sur la vocation d'un territoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Les professionnels qui font le PAF eux-mêmes doivent aussi être curieux par rapport au savoir d'usage des administrateurs qui connaissent très bien le territoire, mais non seulement ça, mais qui ont aussi qui présentent une variété vraiment au niveau des savoirs très variables. D'abord, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des plus vieux, il y a des cyclistes, il y a des conservationnistes, il y a des écologistes. Donc, l'intercompétence se développe de chaque côté. Et puis, en fait, une image justement de ce qu'est l'intercompétence déficiente, ben c'est celle-ci où clairement la firme qui a développé ou celle qui a fait les travaux n'a pas consulté justement les communautés locales relativement au savoir des lieux, au savoir d'usage des lieux. Donc, on voit même là, probablement qu'on est dans un parc où les gens sont pressés, un rond-point, c'est une mauvaise idée, puis on voit même une tentative de correction. En fait, l'idée avec EHPAD, c'était d'éviter ça, justement, d'éviter un PAF qui allait se solder vers ça, un PAF qui n'était pas vraiment collé sur les objectifs des propriétaires. Pour faire ça, il y a des techniques de médiation qui peuvent être utilisées qui sont basées sur l'empathie. Puis l'empathie, c'est vraiment justement la capacité de se mettre dans la peau de l'autre, de comprendre le point de vue de l'autre, puis pour justement, pour donner de l'empathie, on en a besoin, en fait. Donc, il faut faire un exercice il faut implanter des étapes d'un exercice qui vont s'appuyer sur l'empathie puis l'intercompétence, l'intercompréhension de l'autre. Sachez aussi qu'il est plus difficile de manifester de l'empathie à ceux qui paraissent détenir vraiment plus de pouvoir que nous. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on va être très dur envers le MFFP, envers des grosses entreprises, l'industrie forestière, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des données, ce sont des savoirs qui est à connaître pour la participation citoyenne. Puis une façon, justement, l'exercice d'EHPAD, on l'a basé sur d'autres histoires, là, dont celui du Petit Train du Nord, où, à travers l'idée d'implanter un programme d'aménagement intégré des boisés sur le Petit Train du Nord, on a procédé par l'angle social. Le Petit Train du Nord, les forêts qu'on retrouve là-dessus sont très jeunes, ils ont 30 ans. Il y a beaucoup d'arbres, je dirais, pionniers, qui occasionnent toutes sortes d'enjeux, des enjeux de sécurité, mais des enjeux de paysage aussi qui se font confisquer le long de l'ancienne voie ferrée. Et donc, ce qu'on avait fait à l'époque là-dessus, c'est que, justement, on avait abordé le territoire sous l'angle social d'abord, et dans une perspective d'intercompétence, on avait, d'entrée de jeu au sondage, demandé aux gens qui répondaient au sondage, c'est quoi votre première idée à l'idée d'aménager les boisés du parc linéaire? Et là, les gens se positionnaient, est-ce que vous êtes fortement négatif ou positif par rapport à ça? Et ensuite, on rentrait aussi dans un quiz visant justement à esquisser les grands enjeux relatifs au Petit Train du Nord. Donc, entre autres, on demandait aux gens,
pouvez-vous identifier cette chenille-là qui présentement cause, très présente sur le parc linéaire et cause des ravages pour certaines espèces, là, entre autres le cerisier, le tremble. On posait des questions pas juste écologiques, mais économiques. Ça coûte combien entretenir des arbres dangereux sur 1 kilomètre? Et tout ça pour reproduire la même question, c'est-à-dire êtes-vous désormais, après avoir répondu à ça, favorable ou non à l'idée d'aménager la forêt sur le Petit Train du Nord? Et là, ce qu'on observait, c'est que déjà, on avait un fort appui à l'idée par exemple, de gérer les arbres dangereux ou de gérer certains habitats fauniques, hein, parce que le club ornithologique à Mont-Tremblant nous disait on ne voit plus de merle bleu là, sur le Petit Train du Nord parce que les terres agricoles qui sont juste derrière l'emprise sont coupées. Est-ce que ça serait possible de gérer ça dans le programme d'aménagement des forêts? Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait, donc, on avait une réponse très élevée d'appui, mais on a eu des gains. Puis comment expliquer ça? Bien, en fait, c'est que la première question qui est la même que la dernière question, c'est une question qui faisait, puis là, ce que je vous montre, c'est une figure de médiation. C'est une question qui est très conflictogène, c'est-à-dire qu'on pose une question sans information et donc les gens donnent leur position. Hein. On veut qu'il n'y ait pas d'aménagement ou qu'il y en ait, alors que le vrai dialogue ou la concertation se trouve au niveau des besoins. C'est la tâche d'ailleurs du médiateur de faire passer les positions, les perceptions, les émotions au niveau des besoins. On a besoin de micro-air dégagé pour le merle bleu. On a besoin de voir les falaises de Prévost, par exemple, qui se confisquent. On a besoin de gérer des arbres dangereux, etc. Et puis, c'est un exercice qui permet un beau mot qui est sorti, qu'on a beaucoup entendu pendant la pandémie, l'ultra-crépidarianisme, hein, c'est le fait de donner son opinion sans avoir de connaissances sur le sujet. Puis on est tous, comme experts puis comme citoyens, assujettis à ça. Hein? Donc, l'idée au départ qu'on a peu de compétences sur un sujet, mais qu'on a une confiance par rapport à ça. Donc, il existe cette montagne-là de la stupidité. Puis derrière ça, une fois qu'on gagne dans la compétence, bien, il y a la vallée de l'humilité. Donc, l'expert qui arrive, qui débarque à la forêt héritage, qui dit « Voici, moi, je sais tout pour la forêt héritage, puis voici ce que vous devriez faire », bien, il n'a pas atteint la vallée de l'humilité encore. Donc, c'est un exercice qui permet d'aller vers cette vallée-là d'humilité pour se rendre compte, ben, finalement, je ne vais peut-être pas déléguer les pouvoirs aux experts, mais ça m'intéresserait de participer de plus près à un projet comme celui-ci. Je vous ramène au PAF. Tout ça, en fait, dans les étapes du PAF, vous les voyez présentement. D'abord, établir des objectifs concertés de conservation, de valorisation. Hein, ce n'est pas gagné, on est plusieurs administrateurs. Bien, comment on fait ça? C'est par un exercice d'intercompréhension. Donc, il va mesurer la territorialité des administrateurs et des membres, puis en y intégrant incontournablement un volet d'intercompétence. Puis là, après ça, puis même parallèle à ça, en fait, on peut faire déjà l'étape 3, les inventaires hivernaux et printaniers de la forêt héritage pour nourrir justement les discussions d'intercompétence avec les administrateurs. Puis tout ça se solde dans une convergence vers la compilation des données puis des recommandations de valorisation de protection. Et puis, la signature du plan et l'enregistrement au statut de producteur forestier. Donc, en termes de données qu'on est allé chercher sur la forêt héritage, bien, il y a les données du passé. La forêt héritage était, par exemple, des champs agricoles il n'y a pas si longtemps, avec la déprise agricole dans l'ère d'avant-guerre. Cette forêt-là s'est graduellement en fait végétalisée. C'est à travers les inventaires qu'on documente aussi les différentes problématiques. Hein, ici, les problématiques reliées au risque arboricole, avec la quantité de sentiers, vous voyez là, vraiment là, les chablis, les volis là, qui existent dans cette forêt-là. Donc, il y a des aspects de sécurité. Il y a aussi des aspects là, reliés à la vigueur de certaines espèces, entre autres le hêtre à grande feuille qui est lourdement affecté à Sainte-Anne-des-Lacs, puis aussi des enjeux d'Agril-Dufresne. Donc, on a des forêts en profonde perturbation là, qui vont migrer vers des statuts, des chronoséquences plus avancées. Il y a d'autres données qui sont intéressantes dans une discussion comme ça, les données sur les changements climatiques, entre autres. Je vous montre des habitats modélisés là, par le MFFP
ici pour une espèce qui est l'épinette blanche. On voit l'aire de distribution de l'épinette blanche aujourd'hui, puis l'aire anticipée. Vous voyez la forêt héritage à Sainte-Anne-des-Lacs. Sainte-Anne-des-Lacs, c'est le petit point noir. Donc, on passe vraiment pour une espèce quand même majeure dans notre région. Puis, tout n'est pas dans la modélisation. Il y a plein de nuances, là. C'est pas, je vous dirais, faut regarder ça avec beaucoup de circonspection. Mais on voit là vraiment qu'on a des choix d'avenir probablement à faire, puis ça se fait dès maintenant. Puis pas juste pour l'épinette blanche, hein. Vous voyez, pour le sapin baumier, là, en la zone orange, le sapin baumier, on va être, selon les scénarios, on ne sera plus dans un habitat nécessairement favorable partout à la forêt héritage, alors on voit l'arrivée possiblement d'habitats pour le pin rigide, pour le tulipier aussi d'Amérique, on va être limite. Donc, le tulipier qu'on retrouve plus dans le sud de l'Ontario. Le mélèze laricin aussi, qui est une espèce qui va subir relativement mal les changements climatiques. En fait, à Sainte-Anne-des-Lacs, on a vraiment 8 espèces là, qui vont être fortement malmenées, alors on devrait voir l'arrivée, ou en tout cas, on ne verra pas l'arrivée sans migration assistée, mais il y a l'habitat de certaines espèces, dont 19 là, selon les scénarios du MFFP, qui sont des scénarios, je voudrais, assez conservateurs. Les études à l'époque ont été faites avec des scénarios justement des scénarios prédictifs relativement modestes, alors que là, les courbes, on se rend compte qu'on suit plus le RPC 8.5, on est plus selon des courbes de RPC 6.5 environ. Donc, on pourrait même penser que c'est un peu pire que ce qu'on présente. Et puis, il y a tout aussi, en termes d'intercompétences, il y a toute l'idée de la résilience des forêts. On est dans une époque d'ébullition au niveau des connaissances, que ce soit migration assistée, la sylviculture d'adaptation, comment on peut faire en sorte que nos boisés s'adaptent mieux au changement climatique. Christian Messier, justement, son équipe travaille sur le Petit Train du Nord pour développer un indice de résilience, donc en fonction de la diversité fonctionnelle des espèces qu'on retrouve là, puis pour augmenter ou diminuer la vulnérabilité justement à différents stress de la forêt. Donc, il y a différentes recherches qui ont lieu. Et puis, en termes justement d'intercompétence, il faut aussi savoir que la forêt héritage est liée par des contrats, hein? Donc des contrats de financement, des contrats de protection, c'est-à-dire que les donateurs ont demandé, entre autres, qu'il y ait aussi une réserve naturelle d'implanter sur la forêt héritage. Puis les organismes de financement veulent s'assurer que l'acquéreur, donc Héritage Plein Air du Nord, s'oblige à respecter toutes et chacune des obligations au mode de financement. Donc, l'objectif du propriétaire ou les recommandations doivent en même temps épouser ces conditions-là. Et puis, Jean-François Bissonnette de l'Université Laval a fait une super présentation l'an dernier où il nous parlait du nouveau régime discursif qui émane dans nos sociétés. Hein. On a le régime, nous, les organismes de conservation, on connaît bien le régime pro-environnement, le régime discursif. Il y a aussi le discours pro-économie, les agriculteurs, les forestiers, mais entre les deux émerge le nouveau régime discursif de modernisation environnementale. Hein. La solution est dans la forêt. Donc, le marché volontaire des crédits carbone, la plantation des milliards d'arbres, justement, du gouvernement libéral fédéral, vise justement ces nouveaux paradigmes-là sur la forêt. Fait que ça aussi, il faut en tenir compte dans le PAF. Je vous mets le lien aussi du sondage sur la territorialité qu'on a fait avec les administrateurs des PAF parce qu'on rentre dans la section d'intercompréhension. Vous pouvez aller voir le sondage lui-même, il est en ligne. Et puis, avant même de vous donner les données, justement, de vous présenter les données du sondage sur la territorialité des administrateurs, pourquoi on a fait un sondage qui vise à augmenter l'intercompréhension? D'abord, pour être clair entre nous. Puis, il y a vraiment une intervention de Richard Desjardins qui est fantastique, qui disait « Il y a 3 choses en littérature, moi, qui m'impressionnent au plus haut point. La Bible écrite en hébreu, la poésie surréaliste française et puis les textes du ministère des Forêts du Québec. » Tout ça pour dire que on gagne à être précis dans nos documents, dans un PAF, entre autres. Et puis pour éviter l'effet tour de Babel. C'est-à-dire qu'avant même d'aller dans l'intercompréhension, dans nos valeurs
qui sont propres à chacun des administrateurs, on fait souvent des recommandations d'aménagement, puis les gens s'y retrouvent pas. Et donc, je vais vous parler de territorialité, des modèles mentaux, des représentations sociales, des milieux naturels, des paradigmes, des schèmes de valeurs. En fait, il y a différentes façons de la voir, la forêt. Vous avez la façon un peu anthropocentrée à gauche, hein, où l'être humain domine les autres espèces, qui est une approche productiviste, extractiviste, qu'on retrouve plus chez les forestiers, là, du mètre cube de bois, chez les agriculteurs aussi. Puis à droite, vous avez l'approche biocentrée, vraiment où l'être humain a la même valeur qu'une grenouille. Entre les deux, il y a tout le schème d'écocentrisme, en fait. Et puis, ça, notre relation qu'on a avec la nature, la territorialité qu'on a, vient changer l'attente qu'on a, entre autres, des recommandations dans un plan d'aménagement. Je vais vous montrer les exemples de questions qui ont été faites pour comprendre la territorialité des administrateurs. Il y a 9 administrateurs chez Héritage Plein Air du Nord. Je vais faire un petit check-up de temps. Ah, c'est parfait. C'est vraiment parfait. 35. En fait, vous voyez, il y a la première question, on a vraiment utilisé 2 symboles, hein, 2 symboles interventionnistes, qui sont la plantation d'arbres et puis la coupe d'arbres. On a sondé, là, on est allé dans des questions de crescendo pour comprendre elle est où la limite. Et donc, on posait la question, que pensez-vous de la plantation de végétaux dans l'aire protégée administrée par REPAN? Parce que avant, un plan d'aménagement peut recommander du reboisement, peut recommander de la coupe de régénération, par exemple. Donc, on s'arrête tout là-dedans. Et puis, ça permet aux administrateurs de constater que leur point de vue n'était pas nécessairement celui des autres co-administrateurs. Donc, par exemple, aucune plantation de végétaux devrait être faite dans la forêt. C'est vraiment, on est là, on est dans le biocentrisme. Puis la dernière question en bas, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'anthropocentrisme. Là, on devrait faire du mètre cube de bois. On n'est pas allé là, c'est une aire protégée quand même. Mais on est allé plus dans la question d'aménagement de la forêt dans une perspective écocentriste, c'est-à-dire de gérer, entre autres, les maladies, mais de sortir des sentiers, là, aller plus loin dans la forêt, gérer la maladie corticale du hêtre, gérer le frêne aussi, s'assurer que la régénération est faite. Et entre ça, il y a toute une nuance de questions qui part de la transplantation ici jusqu'à la plantation de végétaux indigènes présentes dans la forêt héritage ou non, mais qu'on retrouve par exemple au sud du Québec. Puis ce qu'on se rend compte justement donc chez les administrateurs, la première colonne, c'est les administrateurs qui sont d'accord avec cette intervention-là. La deuxième colonne, c'est un désaccord avec cette idée-là. Puis il y a le je ne sais pas qui est. On a donc de la misère à dire je ne sais pas. C'est comme un aveu d'échec, mais le je ne sais pas, c'est relié souvent en fait, c'est une belle sortie à l'ultra-crépidarianisme que je vous disais tantôt. Mais le je ne sais pas, justement, ça se gère avec l'intercompréhension, des techniques justement de partage de savoir. Et donc, on voit qu'on a une limite qui semble se dessiner ici. On a un appui là, vraiment entre la plantation de végétaux indigènes présente sur le site puis celle qu'on ne retrouve pas dans la forêt héritage, quoique on a un genre d'équilibre ici là, entre les deux parties, mais clairement, on ne doit pas franchir cette ligne-là. L'approche aménagiste n'était pas nécessairement désirable là, pour tout le monde. Quoique, on a quand même un bon appui ici là, pour ça. Donc, les mêmes données représentées autrement, okay, donc par graphique. Donc, une petite ligne là qui semble se dessiner. Puis au niveau de la coupe d'arbres, on a posé aussi on a eu la même approche par crescendo. Donc, aucune coupe d'arbres devrait être faite dans la forêt. Donc, tout le monde est en désaccord avec ça, hein, peut-être pour différentes raisons. Alors qu'à l'extrême, la forêt, excusez, voici, la forêt pouvait être aménagée. Tantôt, excusez, j'ai fait une erreur, on n'était pas dans l'aménagement, on était dans la plantation d'espèces des cultivars qui n'étaient pas dans la forêt. Excusez pour ça. Là. Alors ici, on est dans l'aménagement. Donc là, on a vraiment là, plus une levée de bouclier par rapport à l'approche aménagiste. Par contre, les coupes d'assainissement aux abords des sentiers, mais même un peu plus loin, là, gérer les arbres qui se propagent certaines maladies, a obtenu un certain accord, ou en tout cas un certain une équité dans les réponses. Donc, voilà. Puis, on a posé d'autres questions aussi. Quel est votre degré d'accord avec les interventions civicoles suivantes?
la réalisation d'abris phoniques, la création de chicots, par exemple, dans les secteurs où il n'y a pas de chicots pour la faune, l'élagage le long des sentiers, l'élimination d'espèces exotiques envahissantes. Donc, ça permet, tout n'est pas juste dans la quantité, hein, le nombre d'administrateurs qui appuient, mais c'est aussi dans la qualité, c'est-à-dire on a obtenu aussi vraiment des propositions, puis on a pu discuter de tout ça. Donc, les mêmes résultats, là. En fait, non, ça, c'est une autre question. C'est par rapport au zonage de conservation de l'aire protégée. On a sondé aussi les administrateurs par rapport à ça. Ce qui fait que on peut vraiment converger puis prendre des décisions plus éclairées en tenant compte des schémas de valeur, de la territorialité de chacun des administrateurs. C'est un exercice qu'on a fait aussi à Saint-Eustache, dans le nouveau parc nature de Saint-Eustache, en posant au début la question, puis aussi à la fin de la consultation, qu'on voit que les gens deviennent souvent plus éco-centrés par rapport à leur objectif. On mettait même des tags de couleurs sur les gens suite à cette consultation-là, ou pendant la consultation, les gens biocentrés avaient une couleur jaune, les gens éco-centrés avaient un autre type de couleur. Et puis, ça permet justement de ne pas seulement intervenir en tant que Maurice, par exemple, ou de Ginette, mais bien en tant que Maurice biocentré ou Ginette éco-centré. Donc, ça permet vraiment de comprendre mieux les interventions des gens. Ce qui fait que le PAF a pu être produit. Hein, vous voyez l'image des peuplements forestiers avec aussi des recommandations de travaux sylvicoles, toutes sortes de travaux, par exemple l'éclaircie précommerciale pour gérer l'envahissement par le hêtre, la création d'abris phoniques aussi, etc., etc. La régénération des forêts est tenue compte aussi dans le PAF. Et puis, c'est vraiment une approche qui est à ne pas cesser parce que l'acceptation sociale des recommandations n'est jamais garantie. Ce qui fait que le risque social est toujours là. Puis, il y a aussi les visiteurs, il y a les membres d'Héritage plein air du Nord qu'on pourrait consulter. Couper un arbre ou planter un arbre, c'est un changement sur un territoire. On est en présence de plusieurs intérêts aussi divergents parfois. On a une autorité qui est centralisée, hein, c'est un conseil d'administration qui décide. La confiance envers le promoteur, c'est-à-dire Héritage plein air du Nord, est quand même assez longue, on ne voudrait pas la perdre. Il pourrait avoir perception citoyenne d'un risque la journée où il voit, par exemple, des arbres plantés ou des arbres peinturés dont on ne connaît pas la dangerosité. Et puis, il y aura tout le temps une plus-value de l'implication citoyenne. Ce qui fait qu'en répondant oui à ces questions-là, on est en face d'un risque social. Donc, on a tout intérêt, à travers les travaux d'aménagement, de relancer tout le temps puis d'expliquer aux gens ce qu'on est en train de faire par différents processus, dont des projets pilotes. Donc, de fonctionner par étapes, par petites bouchées à la fois. Je vous remercie beaucoup. Ça fait le tour de la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Je pense que le temps est respecté. Ça va? 12h42. Alors, je vais laisser céder la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Si vous avez des questions, je vous rappelle, vous pouvez utiliser l'onglet questions. Justement, André, est-ce que tu vas pouvoir nous partager les suggestions de lecture que tu as faites tout à l'heure? Oui, j'en ai plein d'autres. Sérieux, là, ça, là, vraiment, je vais vous envoyer des lectures philosophiques, en fait, ou utilitaristes pour la forêt, là, sans problème. Parfait. Donc, on partagera la liste avec vous, tout le monde. C'est ça, comme ça a été dit. Le partage d'écran, voulez-vous que je le cesse? Oui, tu peux l'arrêter si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est bon. Comme ça a été dit tout à l'heure, oui, la présentation va être disponible sur notre chaîne YouTube. Cet après-midi, dans le fond, vous allez recevoir un courriel avec le lien. Puis la présentation aussi sera partagée, si André, tu le veux bien, évidemment. Ah oui, pas de problème. Pour pouvoir cliquer sur les liens et tout. Donc, c'est ça. Inscrivez vos questions dans la section questions si vous en avez. Sinon, moi, je me demandais justement du côté des administrateurs, Anthony, si vous pouviez répondre, suite au sondage qui a été fait, puis comment ça s'est passé au sein de l'organisme. Est-ce que vous avez été surpris des réponses? Est-ce qu'il y a eu des accords ou des discussions qui ont émergé de tout ça? Surprise, disons que la démarche, on ne la connaissait pas. Par contre, on était agréablement surpris de voir comment est-ce que, comme André dit, il y a eu une évolution.
Et là, même, je dirais présentement, là, le CA vient de changer presquement à 50%. Puis je pense qu'on serait dû pour reprendre l'exercice avant même, parce que là, on va commencer le projet pilote, où on va aller sur le terrain, puis on va examiner le secteur, puis on va dire qu'est-ce qui doit être fait ici. Et puis peut-être avant de faire ça, justement, de voir ça. À part ça, je dirais que ça cadre bien, tout ça, ça cadre bien dans l'objectif présentement, c'est de donner de la pérennité à nos sentiers, les rendre durables, ce qu'ils ne sont pas, tout simplement parce que ça ne nous tracassait pas de dire, ben, le drainage, on mettra un coup de pelle de terre de plus, puis on va passer, puis ça vient de s'éteindre. Non, on ne peut plus faire ça, là. Il faut aménager des sentiers qui vont durer parce qu'avec 30 km de sentiers, on ne peut pas entretenir ça à grosse gang à tous les ans. On va manquer de personnel à un moment donné. Puis tout l'aspect de mettre en valeur la forêt, je trouve ça absolument fantastique. Une belle démarche. Oui, effectivement, c'est un beau travail à faire. Jacques Legault qui nous dit « Un grand merci, André et Anthony, pour une présentation très étoffée qui aiguise notre curiosité et nous incite à être à l'écoute de nos milieux naturels et des besoins qu'ils doivent ou peuvent contribuer à combler pour la faune, la flore, les propriétaires et les citoyens. » Jacques, dans le chat, nous rajoute des suggestions de lecture là, pour tout le monde. Traité de psychoécologie de Boris Cyrulnik, Des armes et des saisons et le roman de l'arbre monde de Richard Powers. Donc, si jamais tout le monde veut prendre ça en note. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne vois pas le chat. Est-ce que... Tu ne vois pas la section questions? Non, je vois ni les personnes présentes, ni le chat. Je ne sais pas, est-ce que Anthony, toi, tu peux le voir? Non. Peut-être que les questions, ça doit être seulement moi qui les vois. C'est tout. Ah, c'est ça, ça doit... Peut-être que ce n'est pas partagé. Ou le chat. Le chat, je sais que c'est pour tout le monde, donc je peux l'ajouter. Je vais ajouter les suggestions de Jacques dans le chat pour que tout le monde y ait accès. Sinon, André, justement, tu dis que c'est pas très connu les parcs dans le milieu de la conservation. Là, est-ce que, bien, évidemment, moi, je pense que ça serait gagnant que les organismes, justement, puissent développer ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a comme des avantages de vraiment faire un plan comme ça, simplement comparé au plan que les organismes ont d'habitude dans leur... Un plan de conservation tout court, en fait. Oui, c'est ça va dépendre d'abord de ce que vous avez en main, mais dans les organismes de conservation, dans les aires protégées, on a, à l'extrême, on a par exemple la forêt Rifford, où il y a des travaux d'aménagement forestier, là, il y a vraiment même une servitude de conservation forestière, la première au Québec. Et puis à l'extrême, on a aussi la cloche de verre. Un PAF va être utile aussi dans une perspective. Puis tout n'est pas aménagement forestier. Vous pouvez avoir beaucoup de sentiers, par exemple. Comme administrateur, vous pouvez être préoccupé par la sécurité pour gérer le risque. Il y a des gens qui marchent sur le territoire. On peut être assez facilement dans le trouble s'il y a des arbres qui tombent sur les gens. Par exemple, quand il y a des vents plus forts, au-delà de 60 km/h. Donc, il y a toute la gestion du risque. Le PAF est vraiment immensément intéressant pour ça parce que, dépendamment si vous êtes aussi une municipalité ou un organisme à but non lucratif, bien, vous avez accès à de l'aide financière pour entretenir, entre autres, les arbres dangereux, reboiser, mais de mesurer votre aisance par rapport à l'interventionnisme, je pense que c'est la première étape. Prenez pas pour acquis que tout le monde dans votre conseil d'administration a la même vision que vous par rapport à ça. Puis de se poser des questions par crescendo, justement, permet au niveau quantitatif de déterminer elle est où la barre. Mais au-delà de ça, ça permet de trouver des solutions. La solution est dans le groupe là, par rapport à des idées du champ gauche ou des solutions par rapport à comment vous devriez intervenir dans vos milieux. Donc, un PAF, même si vous n'intervenez pas, je le disais, ce n'est pas obligatoire d'intervenir avec un PAF. Ça reste un document
de connaissance du territoire. Puis pour ça, ben, ça jette la lumière sur votre aire protégée. C'est financé en partie aussi. Ouais, ce que j'aime là-dedans, André, c'est qu'au sujet disons, déclarer une zone protégée, vraiment là, exclue de toute circulation humaine, etc., c'est que c'est quelque chose auquel on ne pense pas au début. Puis quand on commence à jouer dans le PAF, là, on se dit, ah, oui, il y aura peut-être une zone. Je pense entre autres dans la forêt héritage, on a une tourbière. Et est-ce que la question se pose? Est-ce qu'on veut que les gens s'approchent de la tourbière? Est-ce qu'on veut exclure toute vie humaine du pourtour de la tourbière? Et tout ça là, avec la réflexion qu'on fait sur la gestion de la forêt, là, ça devient très intéressant pour nous autres. Ça permet de prendre des décisions, par exemple, de ne pas, si jamais les administrateurs sont favorables à certains types de transplantation, de reboisement, mais d'éviter aussi des secteurs où il y a des espèces à statut, par exemple. C'est dans le cadre d'un exercice comme le PAF qu'on trouve ces secteurs-là et qu'on prend des mesures pour protéger ces minorités-là qui sont sur le territoire. Je dirais, et puis on va un petit peu plus loin, on n'est pas 100% sur un terrain, des terres qui appartiennent à EPAN. On est aussi, dans certains cas, sur des terrains municipaux, tant au niveau de Prévost que de Saint-Anne-des-Lacs. On est sur des terrains privés. Et puis là, c'est de dire, bon, regarde, on a l'exercice de fait sur nos terres à nous. Est-ce que les gens voudraient embarquer pour qu'on l'étende à tout le territoire sur lequel on circule? Ça aussi, c'est intéressant parce que, comme on parlait de la maladie du frêne, c'est partout sur le territoire. Puis même, je regarde dans d'autres secteurs de la ville de Prévost, on a un autre réseau de sentiers qui est peut-être plus marche, raquette, un peu de vélo, mais tout ce territoire-là souffre du même problème. Alors, dire qu'on pourrait aller partir un projet dans ce secteur-là aussi et de sensibiliser les utilisateurs, les gestionnaires à ça, toute cette problématique. Cynthia Patry a levé la main aussi. Je ne sais pas, Mme Patry, si vous êtes capable d'ouvrir votre micro. Normalement, je vous ai donné l'autorisation. Oui, ça marche. Vous m'entendez? Oui. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant, toute cette d'allier les différentes situations sur un même territoire, surtout au niveau de la foresterie. Il n'y a pas beaucoup d'exemples au Québec où on peut allier foresterie et accessibilité. Donc, c'est une réserve naturelle, mais est-ce que c'est une réserve naturelle réellement approuvée par le ministère qui rentre au registre des aires protégées? Non, c'est ça, hein? Parce que ça risque d'être un défi. Là, oui, avec la quantité de sentiers, ça risque d'être un défi. Oui, les sentiers, puis les aménagements forestiers, etc. On travaille sur des projets, nous, de servitude forestière, puis c'est assez strict, là, qu'est-ce qui est accepté. Fait que j'ai hâte de voir. J'aimerais ça être dans la loupe de vos futures initiatives avec eux, voir quelle est la réponse du ministère. Puis au niveau des plans d'aménagement forestier, juste mentionné, pour ceux qui sont intéressés, il y a une initiative l'année passée d'un projet pilote qui a eu cours où Conservation de la nature, la Fédération des producteurs forestiers du Québec, Groupement forestier Québec, le MFFP, des agences forestières, on s'est tous mis ensemble, puis on a créé un modèle de PAF, un modèle de plan d'aménagement forestier qu'on appelle bonifié. Mais tu sais, ça reprend pas mal un PAF-F, un PAF-FC, on l'appelle, il faudrait peut-être statuer sur un terme pour pas mêler tout le monde, mais il y a des très belles fiches qui ont été produites par espèce en situation précaire pour aider les ingénieurs à transmettre une information qui est attrayante puis facile à comprendre avec des recommandations d'aménagement par espèce. Donc, si vous avez l'intérêt de visionner ça, là, ils sont tous disponibles, ces fiches-là, sur le site de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Merci beaucoup pour cette intervention-là. Effectivement,
j'ai vu, il faut voir ça d'un bon œil, là, justement, la coopération entre ces organismes-là, que ce soit le Groupement forestier Québec et puis les grands organismes de conservation, les petits aussi. Ça va donner vraiment des outils supplémentaires aux organismes de conservation. Merci. Anthony, on avait une question pour vous. Est-ce que vous pensez que votre connaissance du milieu a changé? Et est-ce que votre regard a changé sur la forêt et les milieux naturels suite à cette démarche? Je dirais oui. Ah oui, certainement. On ne le regarde pas de la même façon. Moi, ça fait pratiquement 30 ans que j'entretiens des sentiers de façon tout à fait égoïste. Je veux faire du bon ski. Et puis, l'évolution a été absolument fulgurante. L'ajout de sentiers, l'ajout d'intervenants, des gens qui veulent faire du vélo, du fat, la marche, du ski hors piste, tout ça. Et puis là, ben, on ne regarde pas la forêt de la même façon quand on se dit, hop là, ouais, on a une maladie, on a des situations où ce que faudrait peut-être pas aller jouer là, il faudrait le jouer différemment. On a des places qu'il faudrait revitaliser, ça ne se fera pas nécessairement tout seul. Ça peut se faire tout seul, mais ça va être extrêmement long. Alors, si on peut donner un coup de main, et puis moi, je dirais que mon gros problème présentement, parce que je suis surtout dans la gestion du risque, c'est tout ce qui s'appelle faire des sentiers durables. Donc, avoir des sentiers où l'érosion, on en tient compte continuellement. On a des sentiers qui, malheureusement, ont été faits par des gens bien intentionnés parce qu'ils voyaient que faire, par exemple, de la raquette. Moi-même, j'ai implanté beaucoup de sentiers, mais jamais à bonne place. Là, on le sait qu'ils ne sont pas à bonne place. Mais, bref, là, est-ce qu'on les... Ça va être une discussion qu'on va avoir vraiment au niveau du PAF. Est-ce qu'on les ferme et qu'on les change de place? Ou est-ce qu'on essaie de corriger le problème de la façon la plus écologique possible? Donc, exemple, faire des fossés et installer du tuyau parce que le drainage n'est pas correct. Il va y avoir des discussions là-dessus. Là. Ça ne sera pas évident. C'est sûr, plus de connaissances, ça amène toujours des nouveaux regards, en fait. Là. Oui. Cynthia Patry, est-ce que votre main, c'était la même que tout à l'heure ou vous l'aviez relevée? Ah oui. Ah, elle vient de disparaître. Désolée. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter un mot de la fin ou quelque chose pour terminer, André et Anthony. Non, je vais laisser aller André. Ben, écoutez, je vous dirais, les organismes de conservation, vous pouvez avoir cette discussion-là. Nous, on l'aura au sein de l'Institut des territoires aussi. On est mandataire, on est responsable d'aires protégées, par don écologique, toutes sortes d'aires protégées. Mais sachez qu'il y a des partenaires vraiment intéressants dans chacune des régions du Québec, entre autres les groupements forestiers qui sont là pour vous aider justement dans l'obtention de ces aides financières-là. Mais cette discussion-là, axée sur vous d'abord, elle est immensément importante pour régler des futurs conflits, puis de tuer le risque social dans l'œuf avant même de se lancer dans l'élaboration d'un document de connaissance comme celui-là. Je vous remercie beaucoup pour ma part. Ça a été vraiment agréable de participer aux midi-conférences du RMN. Ben oui, merci à vous deux d'avoir participé. Ah, peut-être Gilles Dufour qui vous remercie aussi pour ce webinaire et vos efforts. Donc, pour ma part aussi, je vous remercie beaucoup les participants aussi d'avoir assisté à ce webinaire. Merci André et Anthony. Puis, du côté du RMN, continuez à surveiller en fait nos événements, rmnat.org. Le mois prochain, le Midi Conservation va porter sur les PRM-HH. Puis, le rendez-vous RMN sur aussi les demandes d'autorisation. Donc, on va avoir un expert du MLCC qui va être avec nous. Sinon, si vous avez autres questions ou doutes, ou peu importe, vous pouvez toujours nous contacter aussi, info@rmnat.org. La présentation sera disponible sur YouTube cet après-midi et pour toujours. Donc, à visionner, révisionner, partager aussi avec des gens que ça pourrait intéresser. Je pense que c'est utile pour plusieurs acteurs de la conservation et autres
d'avoir en tête que ça existe une démarche comme ça, puis avoir des pistes de solutions. Donc, merci à tous, puis je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye. Bye tout le monde. Bye bye.